Bienvenue à cette présentation qui vous permettra de mieux comprendre l'insuline, son rôle, ses formes, ses utilisations et son importance vitale dans la gestion du diabète. Alors l'insuline est l'unique hormone hypoglycémiante de l'organisme. Elle est sécrétée par le pancréas, particulièrement les cellules bêta endocrines. Son absence ou inefficacité conduit à l'hyperglycémie chronique, qui est un état d'élévation de la glycémie dans le sang, responsable de complications métaboliques graves comme l'acidocétose ou l'acétose, et parfois le coma hyperosmolaire. Donc, la régulation de la glycémie passe par l'entrée du glucose dans les cellules musculaires adipeuses par l'insuline. L'insuline aussi favorise l'inhibition de la néoglucogénèse hépatique et favorise la glycogénogenèse. Dans le diabète de type 1, l'insuline est indispensable dès le diagnostic, vu qu'il s'agit d'une absence totale d'insuline par atteinte auto-immune des cellules bêta-pancréatiques. Dans le diabète de type 2, par contre, elle devient nécessaire lorsque les traitements oraux ne suffisent plus, par déplétion chronique du pancréas endocrine ou en cas de décompensation aiguë. Donc, on parle souvent d'une absence totale d'insuline et dans ce cas-là d'une insulinothérapie à vie obligatoire. Dans le diabète de type 2, c'est plutôt une résistance à l'insuline qui va provoquer une défaillance progressive des cellules bêta et une insulinothérapie à long terme. Nous avons plusieurs types d'insuline. Nous avons l'insuline endogène naturelle et nous avons l'insuline exogène injectable qui est le traitement utilisé par le patient diabétique. Donc l'insuline naturelle, comme on l'a dit, elle est sécrétée et produite par le pancréas. L'insuline injectable va être assurée soit par des seringues, soit par des analogues d'insuline. Les analogues d'insuline ont été développés pour mieux répondre aux besoins physiologiques. On peut ainsi ajuster plus finement les pics d'action ou maintenir un effet prolongé en fond. Nous avons plusieurs types d'insuline. Chaque type est utilisé selon un objectif. Classiquement, nous avons les insulines rapides qui vont couvrir les repas et qui vont être évaluées par la glycémie postprandiale après 2 heures. Et nous avons les insulines lentes qui ont un effet dit basal, constant, et qui va être évalué par les glycémies à jeun. Nous avons un autre type aussi d'insuline qui sont les insulines pré-mélangées ou mixtes, qui sont composées d'une insuline rapide et d'une insuline lente. Ce type d'insuline va simplifier certains schémas puisqu'il va diminuer le nombre d'injections. Alors, comment et quand utiliser les insulines? Alors, nous avons classiquement le schéma basal-bolus, qui est le plus recommandé car il se rapproche du fonctionnement naturel du pancréas endogène. Les autres schémas sont réservés aux situations spécifiques, soit un patient peu autonome, personne âgée, ou avec un rythme de vie irrégulier. Donc, le schéma basal-bolus est composé classiquement d'une insuline basale et de 3 bolis d'insuline rapide à chaque moment du repas. Nous avons un autre protocole qui est le protocole basal plus, assuré par une insuline basale et une insuline rapide. Et nous avons un autre type d'insuline qui est la pompe à insuline, qui va permettre une perfusion continue sous-cutanée d'insuline rapide qui pourra être ajustée avec des débits avec la pompe. Donc pour les indications pratiques, l'introduction de l'insuline dépend du type de diabète, mais aussi du contexte clinique. On doit savoir reconnaître les situations d'urgence, mais aussi planifier une insulinothérapie adaptée. Classiquement, pour le diabète de type 1, ça va être une insulinothérapie d'emblée avec un schéma basal-bolus, puisque le pancréas endocrine endogène ne fonctionne plus. Et pour le diabète de type 2, nous avons une insulinothérapie qui sera évaluée selon l'efficacité des antidiabétiques oraux. Elle pourra être initiée dès le diagnostic s'il y a une cétose ou une hémoglobine glyquée supérieure à 10%, en relais si échec des ADO, ou bien dans une situation spécifique telle que la grossesse ou les situations aiguës, chirurgie, infection grave. Bien entendu, dès qu'on va initier une insulinothérapie, il va falloir mettre en place une surveillance glycémique par l'automesure glycémique. Donc l'autosurveillance, elle est cruciale, ça va permettre d'éviter les hypoglycémies, d'adapter les doses d'insuline et d'évaluer l'efficacité du traitement. Elle doit être enseignée à tous les patients insulinodépendants, soit un patient sous basal bolus qui devra se mesurer 4 à 6 fois par jour. Si le patient il est sous basal seul, il pourra uniquement s'évaluer par la glycémie à jeun du matin et de l'après-midi. Les objectifs glycémiques seront évalués pour chaque patient. Pour un objectif d'HbA1c inférieur à 6,5%, nous allons opter pour une préprandiale aux alentours de 0,8 g à 1,2 g. Pour la postprandiale, ça sera inférieur à 1,6 g. Cette moyenne de glycémie donnera une HbA1c inférieure à 6,5%.
Bien entendu, cette hémoglobine glyquée devra être évaluée pour chaque patient et pour chaque comorbidité. Quant aux injections, conservation et éducation, on sait tous que l'insuline est une hormone qui doit être conservée au frigo, au niveau de la portière, pour garder la fraîcheur, on dit aux alentours de 4 à 8 degrés. Donc l'injection devra être faite au niveau des sites d'injection qui devront être enseignés pour chaque patient. Nous avons l'arrière des bras, l'abdomen, le haut des fesses et la partie extérieure des cuisses. Et bien entendu, le patient devra faire une rotation. La piqûre devra être faite à 90 degrés en gardant l'aiguille pendant 10 secondes. Le patient devra compter ces secondes-là pour éviter de faire fuir des gouttes d'insuline. Et bien entendu, on devra préciser au patient qu'il y a différentes tailles d'aiguilles, dépendamment du panicule adipeux. Et bien entendu, si le patient est obèse, on peut ne pas pincer la peau. Si le patient est maigre, on devra pincer la peau pour éviter d'enfoncer l'aiguille profondément. Pour la conservation, donc une fois le flacon est ouvert, il devra être utilisé pendant une durée maximale de 4 semaines. Et bien entendu, conservé au frigo. Un médecin doit savoir enseigner l'insulinothérapie comme il l'a prescrit, donc il devra y avoir une éducation thérapeutique pour chaque patient utilisant l'insuline. L'éducation thérapeutique est un pilier. Un patient éduqué est un patient plus autonome et mieux équilibré. Donc l'éducation devra aussi instaurer des conseils pour reconnaître l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. Les symptômes d'hypoglycémie commencent généralement par une sensation de faim. Des symptômes plus avancés viendront après, tels que la somnolence, pâleur, transpiration, manque de concentration, irritabilité et des signes neurovégétatifs beaucoup plus graves ultérieurement. Les symptômes d'hyperglycémie, quant à eux, sont les symptômes de l'augmentation du taux de glucose dans le sang, qui vont être associés à un état d'hyperosmolarité. Donc le patient aura tendance à avoir la bouche sèche, un syndrome polyuropolydipsique, la vision trouble, des maux de tête, mictions fréquentes et faiblesse. Donc le patient devra reconnaître ces symptômes pour devoir ajuster les doses d'insuline. Cependant, en état d'hypoglycémie, le patient devra en urgence prendre du sucre. La prise de sucre devra être faite sous forme liquide. Donc généralement, on leur conseille de prendre 3 morceaux de sucre, de les diluer dans un verre d'eau et de boire. Sinon, on peut s'aider par une bouteille de jus, un soda sucré. Donc, les points clés à retenir, comme on l'a vu, l'insulinothérapie est vitale pour le diabète de type 1 dès le diagnostic, classiquement par le schéma basal-bolus. Pour le diabète de type 2, c'est une insulinothérapie qui sera évaluée selon le contexte clinique. Il existe plusieurs types d'insuline avec des profils cinétiques différents. Le schéma basal-bolus est le plus physiologique et la surveillance glycémique et l'éducation sont fondamentales. Merci.